Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur AgriInnov. Pilier fondamental de nos sociétés, l'agriculture a connu une évolution remarquable au fil des siècles, donnant naissance à une diversité de pratiques et de techniques. Ce soir, dans AgriInnov, nous nous proposons de décrypter les principales formes d'agriculture en examinant leurs approches distinctes, tout en mettant en lumière leurs avantages et limites. Pour y arriver, nous avons invité sur ce plateau M. Cédric Chinel Adjinankou. Il est technicien agronome et PDG de l'entreprise Green Farm. Monsieur Chinel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le présentateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également pour m'avoir honoré d'être sur ce plateau avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Ouais. Quand on parle de l'agriculture, que peut-on comprendre? Ok, d'abord, l'agriculture, généralement, beaucoup de gens pensent que l'agriculture, c'est juste semer du maïs ou semer de la tomate ou je sais pas. Mais l'agriculture, ça va au-delà de ça. Okay. L'agriculture, c'est d'abord la production animale, la production végétale, la transformation agroalimentaire, aussi la pisciculture. C'est tout cet ensemble maintenant qui forme l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est l'art de nourrir le peuple, la population mondiale par le biais de la production animale, la production végétale, la transformation ou la pisciculture. Ok, donc l'agriculture, c'est un art qui permet de nourrir la population mondiale à travers différents sous-secteurs comme la production animale, Exactement. la production végétale, Exactement. la transformation agroalimentaire et la pisciculture. Ouais. Vous ne rangez pas la pisciculture dans la production animale? Non, la pisciculture n'est pas vraiment classée dans la production animale, mais elle est beaucoup plus classée dans la catégorie de la pêche. De la pêche? Oui, pas dans la production animale, parce que la production animale, c'est l'art de produire de la viande. Ok. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas aussi classé dans la catégorie de la production animale, mais elle est beaucoup plus classée dans la catégorie de la pêche. De la pêche. Oui. Ok. Et quels sont les différents types d'agriculture existants aujourd'hui? Ok, les différents types d'agriculture qu'il y a aujourd'hui, on a l'agriculture traditionnelle, l'agriculture conventionnelle et l'agriculture urbaine. Quand je vais parler de l'agriculture urbaine, je vais beaucoup plus parler de l'agriculture verticale. Voilà un peu les trois types d'agriculture qui existent aujourd'hui. L'agriculture traditionnelle, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture urbaine et verticale. Oui. Ok. Et quelles sont les motivations qui poussent un agriculteur à choisir tel type d'agriculture plutôt que l'autre? D'abord, ce que je vais dire par rapport à ces trois types d'agriculture, ces trois types d'agriculture n'ont pas les mêmes objectifs. Okay. Si vous prenez l'agriculture traditionnelle, c'est cette agriculture qui vous pousse à faire votre production de façon classique. Okay. Si vous prenez par exemple le maïs, dans l'agriculture traditionnelle, vous allez peiner à avoir 5 tonnes à l'hectare. Okay. Et avec des systèmes archaïques, des systèmes à l'ancienne, là, vous n'aurez pas le rendement qu'il faut. Comparativement à l'agriculture conventionnelle est beaucoup plus avancée que l'agriculture traditionnelle. L'agriculture conventionnelle fait appel beaucoup plus à l'utilisation des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies de production afin d'améliorer que ce soit la qualité du rendement, que ce soit la qualité de la production, que ce soit aussi la qualité de tout l'arsenal qui entre dans le processus de la production, de la culture que vous choisissez. Okay. Et si vous prenez la culture verticale, je vais parler de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine est beaucoup plus avancée que l'agriculture conventionnelle. Pourquoi? Parce que l'agriculture verticale ou l'agriculture urbaine vous permet d'avoir un rendement vraiment élevé, mais dans un espace restreint. Et si je vais récapituler tout, l'agriculture traditionnelle fait appel à l'usage d'une méthode classique, d'une méthode ancienne pour un rendement médiocre. L'agriculture conventionnelle fait appel à des stratégies nouvelles pour améliorer le rendement agricole. Et l'agriculture urbaine va au-delà de l'agriculture conventionnelle. Certes, ça met en exergue l'usage des nouvelles stratégies, des nouvelles méthodes pour améliorer les rendements, mais ça joue beaucoup plus un rôle plus spécifique dans un espace restreint, c'est-à-dire avec une superficie de 500 mètres carrés, vous pouvez obtenir un rendement d'un hectare sur une superficie de 500 mètres carrés en agriculture urbaine, qui est plus précisément l'agriculture verticale. Verticale. Ouais. Ok, et vous rangez l'agriculture biologique dans quelle catégorie de ces trois types d'agriculture? Ok,
Et ce qui est intéressant avec l'agriculture biologique, vous pouvez faire l'agriculture biologique dans ces trois types d'agriculture. Dans ces trois types d'agriculture. Oui, dans ces trois types d'agriculture. En agriculture traditionnelle, vous pouvez faire l'agriculture biologique. Et d'ailleurs, même nos ancêtres, c'est ce qu'ils font. Ils ne maîtrisaient pas les engrais, ils ne maîtrisaient pas les pesticides. Ils faisaient l'agriculture biologique à l'époque. Et on a constaté que le rendement qu'ils avaient n'était pas aussi trop approprié à ce qui est demandé sur le marché. Et l'agriculture conventionnelle, vous pouvez faire aussi de l'agriculture biologique en agriculture conventionnelle, mais vous ne pouvez pas faire de l'agriculture écologique en agriculture conventionnelle. En agriculture biologique, je peux vous démontrer comment vous pouvez faire de l'agriculture biologique en agriculture conventionnelle. Quand vous utilisez de l'engrais organique purement pour pouvoir fertiliser le sol, là, vous faites déjà de l'agriculture, comment on appelle, biologique, non conventionnelle. Mais si vous utilisez des pesticides dans l'agriculture conventionnelle, là, vous ne faites plus l'agriculture biologique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, voilà un peu, si on vient dans l'agriculture urbaine, aujourd'hui, il y a le système d'hydroponie, de l'aquaponie. L'hydroponie, c'est beaucoup plus l'agriculture chimique. Mais quand vous venez au niveau de l'aquaponie, aujourd'hui, il y a beaucoup plus l'aquaponie. Pourquoi? C'est juste pour remplacer le rôle de l'agriculture biologique. L'aquaponie, vous allez voir des systèmes où les poissons, c'est eux qui fertilisent les cultures, c'est-à-dire au lieu de mettre des engrais chimiques, ce sont les poissons qui fertilisent tout le système. Donc, l'agriculture biologique, vous pouvez aussi le faire en agriculture urbaine. Ok, l'agriculture urbaine. Et quand je vais au niveau de l'agriculture conventionnelle, quels sont les principes de base de l'agriculture conventionnelle? Ok, d'accord. Premier principe de base de l'agriculture conventionnelle, vous devez savoir ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Vous devez définir, disons, ce pourquoi vous voulez choisir l'agriculture conventionnelle. Les principes de base, le premier principe de base que vous devez savoir, c'est la gestion des intrants agricoles. C'est très important, la gestion des intrants agricoles. Si vous n'avez pas ce principe, vous ne pouvez pas réussir l'agriculture conventionnelle. Je prends un exemple. Vous avez utilisé peut-être une boîte d'insecticides et cette boîte, vous ne savez pas quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour pouvoir pulvériser votre champ. Je vous assure, vous allez tomber malade. Vous allez dire que vous faites de l'agriculture conventionnelle, mais vous êtes tombé malade. C'est parce que vous n'avez pas pris le soin de bien gérer cet engrais et cet intrant. C'est très important, la gestion des intrants et agricoles. Parce que, vous savez, l'agriculture conventionnelle se dirige beaucoup plus vers l'utilisation des produits chimiques. Effectivement. Les engrais chimiques, les pesticides chimiques, même les herbicides chimiques. Donc, ça se converge beaucoup plus vers le chimique. Donc, le premier principe de base pour réussir l'agriculture conventionnelle, c'est la gestion. Si vous n'avez pas une bonne gestion des intrants, de tout ce qui a rapport, ou bien de tout ce qui entre dans le processus de l'agriculture conventionnelle, vous allez faire une belle production, mais votre santé serait en danger. Deuxième chose sur la gestion, c'est que si vous ne savez pas bien gérer, vous allez utiliser ces produits, mais ces produits vont détruire votre champ. Un exemple. Vous voulez faire du maïs, par exemple, ou bien de la tomate, et la plante a besoin de peut-être 5 grammes d'engrais, ou bien du NPK ou du sulfate de potassium. Mais on constate que vous avez mis, au lieu de 5 grammes, vous mettez 200 grammes. Là, la plante, elle va être suffoquée. Donc, ce principe est très, très important. La gestion des intrants agricoles, c'est très important. L'utilisation des produits chimiques, c'est très, très important. Aussi, quelque chose qui entre dans la réussite d'une agriculture conventionnelle, c'est le choix de la semence. Le choix de la semence, et d'ailleurs même, c'est pour les trois agricultures, ce principe va vraiment être un facteur indéniable pour la réussite parfaite de votre agriculture conventionnelle. Donc, pour ne pas trop parler, je vais dire le choix de la semence, un principe très, très important, et aussi la gestion des intrants agricoles. Quand je vais parler de la gestion des intrants agricoles, ça entre dans tout le processus dans tous les processus qui font recours à la production. Je vais parler des pesticides, je vais parler des insecticides, des fongicides, des bactéricides, des acaricides, je vais parler des engrais chimiques et tout ce qui rentre dans le processus de la production. Donc, la gestion, elle est très importante. Et un autre facteur, un autre principe très important, c'est le choix de la semence. Le choix de la semence.
Tout à l'heure, vous avez parlé des bactéricides, des acaricides, des fongicides, des pesticides. Vous pouvez déjà nous faire le bref résumé de ce que chacune de ces pesticides font dans la pollution? Ok, vous savez, aujourd'hui, on est confronté, on est à une ère où les données ont changé. On est confronté à un problème du siècle où les agriculteurs sont beaucoup plus face aux nuisibles, aux destructeurs. Et ces destructeurs, ce sont ces destructeurs qui font que la production ne doit donner ce qu'il devait donner, en fait. Donc, pour lutter contre ces nuisibles, ces pestes, il faut impérativement utiliser des produits afin de détruire ces nuisibles-là en question. Donc, je vais parler rapidement des insecticides. Les insecticides ont pour rôle de détruire tout insecte qui vient détruire ou bien qui vient ravager votre champ. Les fongicides ont pour rôle d'abord de détruire toute maladie ou bien de neutraliser ou d'éradiquer toute maladie qui entre dans votre champ. Je prends un exemple, les maladies fongiques comme les maladies cryptogamiques qui se remarquent dans les champs de maïs ou dans les champs de tomates. Donc, les fongicides ont un rôle très spécifique à jouer dans, disons, la résolution de ce problème de maladie. Si je prends l'exemple des bactéricides, les bactéricides, ça, vous allez entendre le mot bactérie dedans. Donc, ça règle le problème des bactéries qui viennent, des mauvaises bactéries, parce que le sol est constitué de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Donc, les mauvaises bactéries qui viennent détruire votre culture, ces bactéricides les neutralisent. Et j'ai parlé des acaricides. Les acaricides luttent beaucoup plus contre les acariens. Les acariens, ils sont un peu partout. Même les hommes ont aussi des acariens sur le corps, des acariens sur le nez. Les acariens, ce sont des petits nuisibles invisibles qui sont vraiment microscopiques, qu'on ne voit pas à l'œil nu, et qui viennent détruire, qui viennent se coller sur les parois de feuilles, que ce soit les feuilles, les fruits, les fleurs de votre culture, et qui viennent détruire les cultures-là. Donc, c'est ça qu'on appelle des acariens. Donc, ces acariens sont vraiment dangereux pour tout type de culture que vous faites. Donc, c'est pour cela, si vous remarquez, disons, la présence de ces acariens, il est impératif d'utiliser les acaricides pour pouvoir lutter contre ces acariens. Donc, voilà de façon ramassée ce que je peux dire sur les pesticides en général. Ok, tout à l'heure, vous avez parlé des NPK et des engrais chimiques. Pour nous parler du rôle que joue le NPK, quand on dit NPK, c'est quoi? Quel rôle ça joue? Ok, d'accord. Vous savez, pour la croissance et le développement de toute plante, vous devez savoir que ces plantes ont besoin des éléments nutritifs. C'est comme un homme, c'est comme un bébé que vous avez mis au monde. Le bébé a besoin de téter à un moment donné, de prendre de la bouillie, à un moment donné, prendre de la nourriture solide, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il grandisse. Et si vous voyez, si vous prenez l'exemple du lait maternel, le lait maternel a tout un constituant qui favorise la croissance de ce bébé-là. C'est exactement le même processus avec les plantes. Ce processus, ici, on ne va pas parler du lait ni de la bouillie, mais on va parler des éléments nutritifs. Et les éléments nutritifs, il en existe deux grandes catégories. Il y a les éléments nutritifs majeurs et les éléments nutritifs mineurs. Le NPK, ça fait partie des éléments nutritifs majeurs. Le N, ça signifie l'azote. Le P, ça signifie le phosphore. Et le K, ça signifie le potassium. Quel est le rôle de l'azote? Vous voyez, pour qu'une plante se développe, il faut qu'elle grandisse, que la feuille soit bien verte et que, comment on appelle, qu'il y ait une bonne circulation de la sève. Ce qui favorise la croissance de cette plante, c'est l'azote. Si vous apportez un engrais riche en azote, là, la plante aura une croissance optimale. Donc, c'est le rôle de l'azote. Et cet azote, c'est ça qui est symbolisé par le N. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, on vient au niveau du phosphore. Le phosphore, c'est le P qui se trouve dans le NPK. Le P qui se trouve dans le NPK, c'est le phosphore. Vous savez, pour un bon développement d'un être humain, l'être humain doit être en bonne santé. Et la santé de la plante est valorisée par la présence du phosphore. Vous voyez un peu? Et le développement des racines. Donc,
La santé de la plante passe par le développement des racines. Pourquoi? Si vous avez une plante qui a une petite racine et qui a une racine un peu atrophiée, elle ne va pas beaucoup plus absorber les éléments nutritifs dont elle a besoin. Donc, la plante a besoin d'une santé parfaite et qui est vraiment relative par rapport à la présence du phosphore. Vous voyez, pour un bon développement d'un homme, et l'enfant a besoin d'une bonne santé, d'une parfaite santé. Si l'enfant tombe malade, là, l'enfant, il y aura vraiment un dysfonctionnement au niveau de sa croissance. C'est le même processus avec les plantes. Donc, pour une bonne santé de la plante a besoin du phosphore. Le phosphore est très, très important pour la santé de la plante. Et c'est pas uniquement de la santé, ça joue un rôle spécifique, mais aussi sur le développement de la racine. Le développement de la racine, elle est très importante. Pourquoi le développement de la racine? Parce que quand la plante a une racine bien développée, elle peut puiser les éléments nutritifs mineurs dont elle a besoin. Donc, si vous avez une plante et puis il n'y a pas assez de phosphore, votre plante serait malade. Ou encore moins, son système immunitaire serait fragile et quand les maladies fongiques vont venir, la plante serait vraiment affectée. Maintenant, je vais venir au niveau du dernier élément majeur qui est le potassium. Le potassium, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant dans ces trois éléments nutritifs. Pour des gens qui font des cultures qui donnent des fruits ou bien des graines, ils ont beaucoup plus besoin du potassium. Parce que le potassium, c'est ça qui joue le rôle de la formation des fruits et de la formation des fleurs. Donc, si vous avez par exemple votre plant de tomate ou bien votre plant de piment ou de poivron, d'aubergine ou je ne sais pas trop, et que vous n'avez pas un engrais riche en potassium, vous n'allez pas avoir le résultat. Vous allez voir des plantes, elles vont bien grandir, elles seront en bonne santé, mais le rendement serait merdique, le rendement serait mauvais. Pourquoi? Parce que votre engrais n'est pas riche en potassium. Et donc, voilà un peu ce que je peux vous dire de façon ramassée. Et